Je vous présente notre troisième invité. Il est assis dans le public. C'est un jeune et entendre sa parole, c'était forcément essentiel. Anaël Le Floch, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 19 ans, vous êtes étudiant à Rennes et vous avez grandi à Couëmes, petite commune de 1500 habitants au sud-est de l'Ille-et-Vilaine. Et vous êtes investi dans un projet, celui du Bistro Lab, qui est un café associatif et participatif. Vous aviez quel âge à l'époque? Et puis, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la commission jeunesse de ce Bistro Lab? Alors, j'avais à peu près une quinzaine d'années. C'était lors de ma première seconde au lycée que j'ai fait à la campagne juste à côté. Et en fait, c'était la communauté de communes de La Roche-Chauffée, donc la communauté de communes dans laquelle j'ai grandi, qui avait créé en fait un parcours jeunesse qui réunissait beaucoup d'organisations, donc tout ce qui est centre de loisirs, tout ce qui est centre de loisirs. Et il y avait le Bistro Lab qui avait été invité, qui montait à l'époque en fait plusieurs commissions, des commissions horizontales. Et donc on a réuni un groupe de jeunes pour travailler sur différents projets. Et c'est de là qu'est née la commission jeunesse des consommateurs au sein même du Bistro Lab avec d'autres jeunes. Et puis après il y a d'autres jeunes qui ont rejoint après l'expérience. Quelles étaient vos envies? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Alors on a mis en place plusieurs activités. Avant l'ouverture du Bistro Lab et après l'ouverture du Bistro Lab. L'objectif, c'était notamment de ramener les 15-25 ans, qui est, selon moi et selon la plupart de mes amis, une classe quand même assez délaissée au sein de la campagne, où en fait, après le centre de loisirs typique, on n'a plus grand-chose en fait. Qui correspondent à vos attentes. Qui correspondent à nos attentes et à nos envies. Et donc l'objectif de cette commission-là, c'était de créer des activités. Donc on a organisé des concerts au sein de ce Bistro Lab-là. On a organisé des rallyes photos où là, c'était un peu plus... on essayait de ramener les parents, mais aussi les enfants, les préadolescents et les adultes. Ouais. Et puis là, on est en train de créer une web radio à l'intérieur de ce Bistro Lab-là qui parle de plusieurs sujets d'actualité. On diffuse de la musique. Et donc, il y a des jeunes aussi qui participent à ce projet-là. Voilà, donc pas uniquement des actions en plus tournées vers vous et pour vous, vraiment ouvertes à tous. Des jeunes proactifs qui ont envie de prendre les choses en main. Nous allons maintenant rencontrer du côté de Redon. Ils ont investi un hôtel à projet. Son nom, c'est Le Parallèle. C'est ce qu'on appelle donc un tiers-lieu. Et celui-ci est donc dédié à la jeunesse. On y retrouve notamment des ateliers, des espaces de convivialité, de repos, des studios de création, un lieu pensé pour, mais surtout par les jeunes. Le reportage est signé Félix Survois. Dans le centre-ville de Redon, l'ancien PMU de la rue Victor Hugo a laissé la place au Parallèle. Ce tiers-lieu, ouvert il y a 2 ans, offre un espace d'expérimentation et d'échange aux jeunes de 16 à 30 ans. Ce qui me plaît, moi, c'est un peu la polyvalence du lieu, que tout est possible, que ce soit des trucs créatifs, des trucs, je sais pas, faire des scènes ouvertes, tout ça. Et même rencontrer des gens qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, puisque de base, je suis pas du tout quelqu'un qui sort, qui a l'habitude d'aller voir les personnes. Moi, je me sens bien parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme une deuxième maison. Enfin, c'est un lieu très, très rassurant et l'énergie, même quand on rentre dans le lieu, elle est super bienveillante, super chaleureuse et tout. Le Parallèle met gratuitement à disposition des espaces de convivialité, mais aussi de travail ou de création artistique répartis sur les 2 étages de cette maison. Ce lieu-là, quand j'ai découvert, je me suis dit que c'était vraiment le lieu qu'il faut pour les jeunes. Je trouve que c'est le lieu qui permet vraiment de se sentir libre pour faire ce qu'on a envie, mais en même temps, on a un certain cadre qui permet quand même pour les gens qui ont du mal à faire certaines choses. Surtout, en fait, ça a permis de voir qu'il y avait tellement d'associations sur Redon. Et du coup, ça nous fait découvrir plein de trucs, plein de possibilités. Ça donne envie de s'investir plus à Redon même et dans nos campagnes. Au Parallèle, chacun est invité à participer à la vie culturelle et sociale du lieu, mais aussi à l'entretien comme à l'aménagement des espaces communs. Les jeunes, ici nommés les contributeurs, bénéficient également de l'accompagnement d'une équipe de 5 salariés, dont Zacharia fait partie. C'est vraiment un lieu qui est porté et administré par des jeunes, c'est-à-dire que toute la programmation, en tout cas une bonne partie de la programmation, elle est impulsée par les jeunes et c'est eux aussi qui en sont les bénéficiaires. Aujourd'hui au programme, un atelier créatif pour animer la future Gay Pride de Redon. Une occasion ludique d'aborder des sujets comme la santé sexuelle ou la sensibilisation des jeunes publics. Et puis l'idée c'était d'ensemble voir, en fait quand vous arrivez sur un stand de planning, vous auriez envie de voir quoi? Qu'est-ce qui vous fait envie de vous approcher d'un stand?
quand il y a des stands où il y a plein de prospectus, en fait, on est un peu en mode, on sait pas où nous donner. Pour l'instant, c'est ça qu'on a comme stand. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide grave. Les prospectus, on n'a pas forcément le courage de poser des questions sur ce que dessus. En général, on prend le papier, on se dit je vais le lire plus tard. Ces échanges riches et diversifiés participent à l'émancipation des jeunes du pays de Redon. Julie et Coraline ont même décidé de s'investir davantage au parallèle, en réalisant ici leur service civique. C'est un lieu où on peut s'épanouir professionnellement et aussi personnellement. Quand tu commences à être plus grand, que tu te questionnes sur ton avenir, tout ça, il n'y a pas forcément de lieu vraiment rassurant comme celui-ci. Je dirais qu'il en faudrait un peu plus, ce serait mieux. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 150 jeunes contributeurs qui participent au développement de cet hôtel à projet. Une fréquentation qui confirme la pertinence de ce lieu alternatif pour la jeunesse du pays de Redon. Voilà, Anaëlle, le parallèle, c'est un des lieux qui a été le support d'un projet Bréso européen qui s'appelle TELA. TELA pour Tiers, Espace, Lieu et Appropriation, auquel votre commission au Bistrolab a participé. C'est un projet dans le cadre d'Erasmus+, en fait, qui a été créé pour favoriser le dialogue entre des jeunes qui avaient des projets comme ça de tiers-lieux, afin qu'ils partagent leurs expériences, qui réfléchissent ensemble et puis qui défendent leurs idées auprès des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous retirez de ce projet qui a eu lieu en 2021 ? Oui, là, en regardant les images du reportage, ça m'a fait rappeler quelques souvenirs, notamment toutes les commissions en fait de travail qu'on a pu avoir au sein des différents temps forts qu'on a eu en fait, qui réunissaient donc le Parallèle, le Bistrolab et d'autres tiers-lieux associatifs dédiés à la jeunesse. Ça a été super enrichissant en fait parce que on est vraiment dans un dialogue entre les jeunes, entre les différents tiers-lieux. Donc il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'objectifs, d'attentes en fait au sein qui sont différents en fonction des tiers-lieux et des objectifs de chacun. Mais en fait oui, le dialogue en fait par rapport à tout ça, c'est vraiment super intéressant. Et vous êtes allé à Bruxelles même pour discuter de Oui, on ces est allé à sujets-là. Bruxelles parce qu'à Bruxelles, il y a énormément de tiers-lieux temporaires et très innovants. Donc ça nous a permis en fait d'en visiter une petite dizaine avec tout ce groupe-là en fait, ces différentes commissions-là. Et c'était super enrichissant, très très intéressant. De pouvoir analyser et de vivre un peu à l'intérieur de cela. Et pouvoir décliner après dans vos différents tiers-lieux. Voilà, c'est ça, pouvoir calquer certaines choses que l'on trouvait intéressantes à l'intérieur de ces différents tiers-lieux. Il y avait aussi un dialogue avec les pouvoirs publics. Est-ce que, on sait que ce n'est pas toujours simple, est-ce que vous avez été entendu dans vos demandes, dans vos réflexions ? Nous, en fait, au sein du Bistrolab, on a de la chance d'avoir une communauté de communes qui est très à l'écoute et qui fait énormément de choses par rapport à la jeunesse et par rapport à tous ces différents tiers-lieux culturels et associatifs. Je sais que c'est le moins... Qui encourage. Oui, voilà. C'est moins le cas du Parallèle. Je me souviens qu'on avait eu un temps fort avec Tela à l'époque pour pouvoir réussir, en fait, à créer un événement pour pouvoir parler aux élus et puis réussir à les faire comprendre que c'était important d'avoir ce genre de tiers-lieux dans les campagnes, en fait, afin de dynamiser un petit peu tout ça. Donc en fait, nous avec le Bistrolab, on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir, parce que du coup la commission des consommateurs s'est créée à l'intérieur même d'un parcours jeunesse qui avait été initié par la communauté de communes de La Roche-Chauffée. Comme quoi il faut une volonté aussi politique pour tout ça. Christophe Moreau, justement, est-ce que cette parole des jeunes, elle est entendable, elle est entendue aujourd'hui par les élus des territoires ruraux ? C'est variable évidemment d'un territoire à l'autre. Tout est question d'ambition et de volonté politique, mais j'avais envie de redonner juste quelques éléments de contexte. Ça n'a pas été dit encore, mais c'est vrai qu'en milieu rural, une façon aussi de prendre des responsabilités et d'accéder à l'âge adulte, c'est aussi de fonder une famille et d'avoir des enfants. Donc ça, c'est une petite partie des jeunes, c'est à peu près 13% des jeunes en Bretagne, mais donc eux entrent par la famille ou par le monde du travail dans l'âge adulte. Mais pour les autres, c'est vrai que prendre des responsabilités, se sentir utile, c'est une nécessité. Dans les associations, dans les associations, dans la vie communale, dans des projets d'aménagement, dans du débat citoyen. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux en fait de participation des jeunes à la vie citoyenne. Soit on les consulte, on les informe. Ça, c'est pas vraiment de la participation, quoi. Soit on co-organise des choses avec eux. C'est un peu ça, les tiers-lieux. Finalement, il y a des animateurs, il y a des projets politiques et les jeunes co-organisent. Ou soit on arrive à de la co-décision. Une politique publique, c'est de la co-décision.
Je pense qu'aujourd'hui, on sait bien co-gérer ou co-organiser un certain nombre de choses avec les jeunes, mais par contre, partager des décisions et poser des débats de fond sur des questions d'environnement, sur des questions de consommation, je pense qu'on en est encore très loin. Hein. Ouais. Je dirais que la place des jeunes dans la vie politique, elle a été à peu près divisée par 10 depuis l'après-guerre. Hein. Si je vous donne quelques chiffres, après donc la Seconde Guerre mondiale, on avait 36% des députés qui avaient moins de 40 ans. Aujourd'hui, c'est 3,5%. Il y a un autre chiffre avec ce rapport de 1 à 10. Les moins de 40 ans, c'est à peu près 36% du corps électoral en France. Et c'est 3,6% des maires. Donc il y a un gap générationnel qui est problématique. Oui, et donc ça a été déjà noté dans des programmes européens, c'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu, c'est la participation des jeunes à la vie démocratique. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment deux entrées pour co-décider davantage de choses avec les jeunes. La première entrée, c'est par rapport à cette enjeu démocratique, comment faire que les jeunes générations ne se désintéressent pas de la collectivité, hein, dans un monde néolibéral où chacun peut commander ses trucs à domicile et ne pas aller voir son voisin quasiment. Donc il y a cet enjeu de vie démocratique. Et puis il y a un autre enjeu qu'on appelle l'expertise d'usage, c'est-à-dire pour construire des politiques publiques intéressantes en termes de déplacement, de logement, eh bien on a besoin de savoir comment les jeunes vivent toutes ces dimensions-là, et donc on a besoin là aussi de décider des choses avec les jeunes, et ça c'est très variable d'un territoire à l'autre. Parfois on a des conseils de jeunes qui sont un peu des faire-valoir, c'est un peu de la décoration si vous voulez, et dans d'autres territoires on a vraiment une codécision où des jeunes qui vont porter un peu plus dans les décisions publiques. Hein. Oui, justement, Marine Leclerc, comment ça se passe dans votre territoire? Il y a une vraie volonté en fait d'entendre cette parole, mais voilà, quid de la prise en compte finalement des préconisations, des attentes des jeunes? Eh bien, c'est un processus qui prend du temps et qui demande d'être travaillé sur le temps long. On voit qu'il y a un désamour de pas mal d'institutions, et donc pour certains ou certaines, c'est une nécessité de le faire, et pour d'autres, il y a une envie. Après, parfois, ce qui manque, c'est le fait de se former à laisser la place aussi, à accepter de se faire bousculer par des idées qui sont peut-être pas les nôtres, à travailler la posture de l'accueil, parce que c'est pas le tout de juste ouvrir la porte en disant allez-y. Enfin, faut aussi donner les clés, faire en sorte que les jeunes soient à l'aise. Enfin, du coup, nous, c'est aussi. Il faut accompagner, que ce soit les animateurs, les élus, les encadrants, enfin les
les adultes, tout simplement, à mieux prendre en compte cette parole des jeunes? Bien sûr, ouais, parce qu'il y a un lien de confiance qui se crée et donc il faut créer les conditions de ce travail-là. Et parfois, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Quelque chose qu'on a vu dans le reportage qui est important, c'est le témoignage par les pairs. C'est aussi une méthode que vous appliquez à l'intervalle. Avec quels outils, avec quelles méthodes vous le faites? On le fait de plusieurs façons. D'une part, il y a la volonté de valoriser les jeunes dans leurs compétences, dans leur savoir-faire. Donc parfois, ça va être de faire en sorte qu'ils animent un atelier pour d'autres jeunes. Un jeune qui est passionné de dessin, en fait, il propose un atelier à d'autres jeunes qui vont pratiquer, le questionner. Et du coup, nous, ça fait partie de nos pratiques. Et au-delà de ça, on voulait aussi valoriser vers l'extérieur, à la fois pour eux, mais aussi pour les autres publics. Et donc, on a créé des podcasts qui s'appellent « La jeunesse s'engage », qu'on travaille avec une radio associative qui s'appelle Timbre FM, qui est à proximité de notre territoire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière des initiatives portées par des jeunes du territoire. Donc, ça peut être aussi bien un jeune sapeur-pompier qu'un groupe qui a organisé une colo radio, qu'un jeune qui a édité sa propre BD. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de donner à voir tout ça et montrer aussi que cette jeunesse, elle s'engage, qu'elle est pleine de convictions et qu'on a des raisons aussi de croire en l'engagement des jeunes et de leur laisser la place. Voilà, des jeunes qui parlent aux jeunes, qui parlent des jeunes aussi, ça c'est important, et en direction de l'extérieur. Il y a un changement de paradigme aussi peut-être à noter, Christophe Moreau. Aujourd'hui, il faut plus accompagner que encadrer, vous dites? Oui, tout à fait, oui. Cette prise de responsabilité, cette prise de parole dans la vie publique, ça ne s'improvise pas et elle doit être accompagnée. Donc c'est le travail des professionnels que sont les animateurs. Hein. Donc on a besoin de toujours soutenir ces démarches d'animation. Et si je prends un exemple, par exemple, qui est celui du service national universel, on a pris des décisions pour travailler justement la citoyenneté, la cohésion nationale. Mais le risque, si vous voulez, c'est que ça donne moins de moyens aux structures qui organisaient des centres de vacances, des séjours, etc. Et donc, quelque part, on vient affaiblir ce métier d'animateur. C'est un gros sujet, ça. Hein. Comment avoir partout sur le territoire, en zone rurale, des animateurs qui vont aider à porter cette parole, à se structurer. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Un enjeu important. On parlait de moyens. Vous vouliez signaler, Jean-Marc Esnault, que finalement, le manque de moyens, c'est aussi parfois, ça empêche un certain nombre de structures d'émerger. Vous l'avez constaté. Oui, il y a plusieurs choses à dire sur le sujet. Alors, la première, c'est qu'en effet, les moyens en termes d'équipement culturel, ils sont quand même plutôt concentrés sur la ville-monde qui est Paris. Les métropoles ont elles-mêmes un budget et une vraie politique culturelle en direction des jeunes. Et puis, de manière plus générale, on a eu du mal dans les politiques publiques à faire rentrer la jeunesse rurale véritablement dans le scope. C'est-à-dire qu'on ne les identifiait pas. Il y avait des politiques vers la jeunesse urbaine, vers la jeunesse des banlieues, mais finalement, on s'intéressait assez peu à la jeunesse rurale. Ça a un peu évolué. Les choses vont plutôt dans le bon sens, mais c'est vrai que c'était un vrai déficit. Et puis, ce qu'on observe aussi, et là, il y a une étude du Conseil économique, social et environnemental qui l'a mis en évidence, c'est que les maires des grandes villes font de la jeunesse une priorité. C'est le cas pour 70% d'entre eux. Dans les communes plus rurales, seuls 10% des maires mettent la jeunesse comme une priorité politique de leur action politique. Ouais. Alors, c'est un désintérêt tout relatif, c'est-à-dire que les chantiers sont très très nombreux dans les territoires ruraux et que les moyens sont orientés peut-être vers le fait de venir des populations dans des lotissements, faire venir le tissu économique, des petits commerces, etc. Quoi. On va l'évoquer dans un instant. Ces manques de structures, c'est aussi parfois un problème d'accessibilité. Hein. Ces structures, on a parlé de mobilité tout à l'heure. Alors regardez, si on ne peut pas aller à l'information, eh bien parfois l'information viendra à vous grâce aux camions. Depuis 2021, il se déplace dans les petites communes du pays de Morlaix. Ce dispositif a été mis en place suite à une étude et un projet appelé Recherche Action Jeunes en Trans, avec 3T pour transversalité, transition, transformation. L'idée, c'est donc de développer le aller vers. Et on regarde à quoi ça sert et ce que ça donne. Départ de Morlaix. Arrivé à côté du terrain de foot de Garland pour le camion. Cet outil a été mis en place sur le territoire pour répondre à un manque,
celui de l'accès à l'information et à la prévention pour la jeunesse en milieu rural. Audrey Dehaene est animatrice à la MJC de Morlaix et c'est elle qui fait voyager le camion de commune en commune. Les jeunes sont en manque de mobilité sur le territoire, ils n'ont pas toujours accès aux bus de façon régulière de leur commune pour venir jusqu'au service d'information jeunesse qui se trouve en plein centre-ville de Morlaix. Donc le but c'est de venir vers eux en fait et de leur donner les informations. Hier j'ai eu quelques jeunes qui ont posé des questions sur différentes thématiques, le BAFA, les jobs d'été, les dispositifs et ce qu'ils peuvent avoir comme aide sur le territoire. Et surtout ça crée un lieu aussi de convivialité. Après un lancement un peu balbutiant, le véhicule a réellement pris du service depuis la rentrée scolaire. L'objectif pour le moment, le faire connaître. Allez-y, rentrez, c'est le but aujourd'hui. Ce jour-là, à Garland, le conseil municipal des jeunes vient découvrir l'espace, un bon moyen pour diffuser l'information. Ça fait moins peur de venir juste à côté du terrain de foot, un lieu qu'ils fréquentent déjà. C'est clair que franchir les portes d'institutions, que ce soit la mairie ou le centre social, ça peut être un frein. Donc je pense qu'être présent un petit peu partout sur les territoires, oui, je pense que c'est une bonne chose d'aller à la rencontre des jeunes. De toute façon, d'aller sur les espaces qu'ils occupent. Le but, c'est que vous compreniez que ce camion, il est là pour vous, qu'il existe pour vous, et que si un jour vous le revoyez sur une autre commune, que vous n'hésitiez pas à venir vers nous pour voir un petit peu si vous avez besoin d'une information en particulier. Ses cousines sont toutes deux habitantes de Garland. Selon elles, aucun lieu pour se réunir entre jeunes. Alors ce camion, c'est de l'information, mais c'est aussi un lieu convivial qui favorise les échanges et les rencontres. C'est bien pour les jeunes, ça nous aide aussi à trouver des petits jobs et tout pour aussi nous aider à se faire aussi un peu d'argent parce que après pour les sorties et tout. D'ici 6 mois, le camion de la MJC espère s'implanter sur les 26 communes de l'agglomération. Audrey constate une réelle implication des élus sensibles à ce nouvel outil. J'ai un peu l'impression moi que des jeunes entre 15 et 14-17 ans, on les perd entre guillemets sur les communes. C'est vrai qu'avant ils sont là, ils sont actifs. Et c'est vrai que passé mode collège, fin de collège, début lycée, ils quittent la commune et du coup on les perd un peu. Donc c'est peut-être une façon de les ramener et de leur apporter l'information dont ils peuvent avoir besoin. Le camion peut aussi se déplacer dans les structures jeunesse du territoire et les établissements scolaires pour effectuer des actions de sensibilisation, d'information et de prévention. Voilà pour ce dispositif. Marine Lecard, vous disposez, vous, d'espaces jeunes sur votre territoire, mais cette démarche du aller vers, elle vous parle. Vous œuvrez aussi dans l'espace public et en plus d'être en extérieur, vous vous associez aussi à d'autres associations. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est vraiment complémentaire les deux. Sur les 6 espaces jeunes qu'on a sur chacune des communes où on est, en fait, les jeunes nous le disent, ça reste une seconde maison. C'est un lieu où ils se sentent à l'aise, où ils trouvent leur place, où ils peuvent parler de tout. Et en même temps, il y a aussi des jeunes qui n'ont pas envie de passer la porte, et c'est très bien. Aussi parce qu'ils ont d'autres usages, d'autres pratiques. Et donc, l'enjeu à travers l'Aller Vers, nous, dans les actions qu'on mène sur l'espace public, parfois, c'est de la présence sociale. Donc, on va, on marche, on discute avec eux quand on les rencontre. Et il y a aussi un lien qui se tisse de par la récurrence de la présence. Et puis, parfois, on est plutôt sur des actions de proximité. Donc là, on va organiser une bidouille vélo avec le Ripper Café du territoire. Donc, on va réparer nos vélos. Parfois, on va faire une petite cuisine mobile sur l'espace public. Donc là, on cuisine ensemble et puis on va partager un moment de convivialité. D'autres fois, on va le faire avec WeCare, du coup, qui est la mission locale du territoire, pour pouvoir aussi parler de questions d'accès aux droits. Enfin, l'enjeu à travers tout ça, c'est de faire en sorte que les jeunes qui ont des questions, ils puissent avoir des réponses, être orientés en fonction de leurs besoins. Et puis qu'ils prennent connaissance aussi des autres acteurs du territoire. Complètement. Et puis parfois aussi de recueillir d'autres besoins, d'autres envies. Certains savent pas qu'il existe des choses sur leur territoire. Donc parfois c'est de l'accès à l'information, comme c'était évoqué dans le reportage. Et d'autres fois, en fait, ils vont nous parler d'une idée et puis nous, on va tirer le fil et on va se dire mais c'est tout à fait possible, en fait. Et nous, être des facilitateurs s'ils en ont besoin, voilà, dans leurs pratiques et leurs idées. Voilà.
On va faire maintenant, si vous voulez bien, le grand écart avec la chronique de notre partenaire le Crédit Agricole, mais un grand écart qui se justifie parfaitement, vous allez le comprendre. Nous partons à la découverte d'une résidence pour personnes âgées à Liffré, le Grand Chêne, qui compte une trentaine d'appartements où l'on vit en collectivité tout en encourageant l'autonomie. Et parmi les habitants, eh bien, on trouve de jeunes mineurs non accompagnés dont la présence a changé le quotidien des résidents. Reportage. C'est un petit cocon dans le bourg de Liffré. On y regarde sa télévision préférée, on tricote et bien sûr, on joue au Scrabble. 19, 20, 21 et 50, 71. Eh ben, j'aime bien jouer, oui, c'est vrai. Surtout quand je gagne. Mais les apparences sont trompeuses. La résidence Le Grand Chêne n'est pas un EHPAD. Elle propose une solution alternative à ces personnes âgées, mais toujours indépendantes. Le principe du Grand Chêne, c'est d'être un habitat inclusif, donc qui propose 30 appartements à la location. Il s'agit de logement social. L'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois un chez-soi, les appartements, et de pouvoir profiter d'une vie sociale et de lieux communs partagés entre les habitants. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'aime bien, tout le monde s'entend bien, c'est génial. Le contexte est quand même sécurisant sans être intrusif. Allez Armel, on va plus rigoler là. Et le lieu cache une autre spécificité. 2 appartements sont réservés pour accueillir des mineurs non accompagnés, comme Sikou, qui vit ici depuis 2 ans. Avoir son propre appartement est une étape cruciale vers l'autonomie, mais Sikou peut aussi compter sur l'expérience de ses co-résidents. Il y a Simone, Jacqueline, Pierre, Nicole, avec qui ça s'est passé facilement. Je pense que c'est des gens aussi qui sont un peu du même délire que moi, même si ça doit faire bizarre, parce qu'ils ont plus de 60 ans, 70 ans d'écart. J'apprends de toutes leurs histoires, comment les choses se sont passées à leur jeunesse, et puis ils me donnent des idées aussi en ce qui concerne ma vie de tous les jours. Je me dis, je suis censé d'être avec eux, mais je me dis aussi qu'ils ont de la chance de m'avoir, parce que ça change un peu de leur quotidien. Le jeune homme ne s'y trompe pas, car cette réciprocité dans les échanges est justement au cœur du dispositif. Les liens intergénérationnels sont importants, et puis la richesse de ce projet-là, c'est aussi qu'il y a effectivement la question de l'âge, mais aussi de la culture des jeunes qui arrivent ici, et ça donne lieu à des échanges qui sont vraiment intéressants. Il est agréable, on rigole, on se taquine, c'est bien. Ça nous met plus jeunes un peu, nous. Parce que je vais sur 95. Donc ça vous rajeunit? Ça me rajeunit un peu. Ça me rappelle mon jeune temps. La résidence montre ainsi la nécessité du lien social à tout âge de la vie, pour retrouver sa jeunesse ou pour se projeter dans la vie adulte. Voilà pour cette initiative plutôt efficace, réjouissante et puis qui illustre tout à fait l'intérêt de décloisonner tout simplement aussi les publics, les populations. Christophe Moreau, vous réfléchissez, vous, actuellement, à une problématique qui n'est pas spécifique à la Bretagne, qui est tout autre que ce qu'on vient de voir, mais qui est celle de l'attractivité de l'emploi. Aujourd'hui, le monde du travail a du mal à repenser la place des jeunes aujourd'hui, en fait, dans les entreprises. C'est quoi le problème, en fait ? Mais c'est difficile de savoir quel est le problème et quelles sont les solutions, mais ce qui est clair, c'est qu'on a des difficultés à recruter dans tous les secteurs, les métiers de bouche, la logistique, le bâtiment, l'enseignement, l'animation, les services à la personne. On est à la fin du baby-boom, donc les baby-boomers sont en train de sortir ou sont déjà sortis du monde du travail, et on a besoin toujours d'accueillir des jeunes générations. Et ce qu'on voit, c'est que donc en milieu urbain, c'est un petit peu différent, parce que déjà les jeunes, c'est quasiment, si vous prenez Rennes et Brest, c'est 25% de la population entre 15 et 29 ans. On a une massification des jeunes, donc du coup, il y a des services, il y a de l'emploi tertiaire, ils trouvent leur place, il y a des lieux de formation, etc. Quand on est en monde rural, on est à peu près à 10-12% de la population qui a entre 15 et 29 ans. C'est-à-dire les jeunes sont beaucoup moins visibles. Et l'emploi est beaucoup moins tertiaire. On est sur un emploi plus industriel, agroalimentaire. Des métiers qui n'attirent pas forcément les jeunes générations ?
De façon générale, on n'a plus le même rapport au travail aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeunes générations ont peut-être moins envie de consommer, encore que ça c'est relatif, mais surtout ils cherchent un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, alors que dans les générations d'avant, on oubliait tout pour le travail quelque part. Donc il y a cette recherche d'équilibre entre la vie perso et le travail, il y a une recherche de sens aussi, il y a une recherche de valorisation, de rémunération, donc il y a plusieurs paramètres à faire bouger. Je pense qu'on a vraiment besoin de développer de la recherche et d'expérimenter des choses avec les filières professionnelles en termes de premier accueil, d'appartenance à l'entreprise, de valorisation, de donner du sens. Les jeunes ne veulent pas faire un petit bout d'une chaîne, mais comprendre toute la chaîne d'une production. Et c'est vrai que ce sont des métiers difficiles aussi, avec des horaires ingrats, des conditions difficiles. Donc il y a un vrai hiatus aujourd'hui entre les jeunes et le monde du travail, entre le monde de l'école et le monde du travail. Et ça, c'est des sujets majeurs en fait qu'il faudrait travailler. Il faut mieux créer cette interconnaissance entre ces deux univers, ces deux mondes qui ne se comprennent plus vraiment, c'est ça ? Oui, c'est trois mondes. Enfin, il y a aussi le monde de l'école, je veux dire. Donc la question, c'est aussi de développer l'accueil de stagiaires. Moi, je suis venu ce soir parce que vous aviez accueilli un de mes enfants en stage à TVRN, mais c'est vrai que tout ça, c'est très important. L'accueil des jeunes, mais oui, dans les entreprises, c'est un sujet majeur. Alors petit à petit, plus les recrutements sont difficiles à faire, plus les entreprises commencent à réfléchir à tout ça. Il y a des groupements d'employeurs, il y a quelques initiatives, mais on n'est encore qu'au balbutiement, à tel point que vous avez le Cercle, une association d'éducation populaire à Saint-Brieuc, qui a lancé un projet Jobjectif, et là, ils parlent, eux, d'employeurs habilités. Avant, on parlait de l'employabilité des jeunes, maintenant on parle de l'employeur-habilité, c'est-à-dire la capacité des entreprises à intéresser des futurs employés. Et donc, il y a plein d'initiatives qui commencent à émerger qu'il faut vraiment creuser, quoi. Eh bien, écoutez, on va partir tout de suite, si vous voulez bien, à la découverte d'un chantier avec Serre France Brocéliande, où Dominique Verdon et son apprenti accueillent Juliana et Mathieu pour parler de transmission des métiers du bâtiment en milieu rural. J'arrive sur un chantier dans une maison à Cancale où Dominique va nous raconter comment son entreprise Dominique Verdon est devenue Verdon et Fils. Bonjour. Alors Dominique, depuis plus de 25 ans, vous avez créé votre entreprise ici à Cancale et on peut dire que c'est vraiment à Cancale que ça se passe pour vous, quoi. 95% du travail est sur Cancale. On a un rayon qui est très petit, on est très local, on fait très attention au Cancalais. C'est une belle fierté pour vous d'avoir un fils qui s'intéresse à votre métier et qui va reprendre votre entreprise. Est-ce que vous avez rapidement compris qu'il y avait vraiment des possibilités pour faire ce métier? Oui, il est très attentif, il est très minutieux et il est très relationnel. Donc il a des très bonnes qualités pour ce métier. Est-ce que l'accompagnement de Serre France Brocéliande vous a aidé justement sur ces aspects-là? Ah oui, c'est très important et obligatoire parce qu'il y a plein de formes juridiques à suivre, notamment la transmission, tout ce qu'il fallait transmettre. Pour nous, juridiquement, on ne peut pas nous-mêmes le faire. Vous connaissez Verdon et Fils, cette entreprise depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs, votre histoire, elle a démarré dès le début de l'entreprise. Oui, absolument. Dominique et son entreprise sont donc clients depuis plus de 20 ans au Serre France. Donc il a démarré chez nous comme entrepreneur individuel et on l'a accompagné dans sa progression par une phase de passage en société dans un premier temps. Et aujourd'hui, on est sur une autre phase qui est celle de la transmission vers son fils Adrien. Depuis, nous avons d'autres missions qui ont consisté notamment en une évaluation d'entreprise pour déterminer une valeur de part pour que le fils puisse intégrer la structure via une participation au capital, ce qui est le cas depuis 1 an maintenant. Et cette entreprise, vous la connaissez tellement bien qu'elle participe également un petit peu sur l'administration de Serre France Brocéliande. Effectivement, Dominique Verdon est quelqu'un de très investi et qui porte un intérêt aux activités du Serre France, puisqu'il est lui-même administrateur, donc il siège au sein du conseil d'administration, qui est donc constitué de clients. Voilà, pour ce sujet, ça nous fait un peu une transition assez bien trouvée avec votre édito. Jean-Marc, vous vouliez nous dire qu'en fait, au déterminisme social, aujourd'hui, succède peut-être le déterminisme territorial. Oui, Aurélie, le déterminisme social, on voit tous plus ou moins de quoi il s'agit.
C'est cette idée en sociologie que notre comportement et plus largement notre parcours de vie est déterminé par notre histoire et nos origines et que finalement, contrairement à ce qu'on perçoit, notre liberté serait toute relative. L'environnement social dans lequel on vit, le milieu dans lequel on évolue, notre entourage familial détermine notre parcours sans même qu'on s'en aperçoive. Le déterminisme social, de ce point de vue, c'est aussi ce qui conduit à une certaine forme de reproduction sociale. Et dans les faits, on constate qu'un enfant d'origine modeste a moins de probabilité, par exemple, qu'un enfant de milieu aisé d'évoluer dans un poste à responsabilité, rémunérateur, dans une grande entreprise, parce qu'il ne dispose pas, au départ, des mêmes ressources, du même accès à la culture. Il a moins de réseau, il connaît moins certains codes sociaux. Bref, il n'a pas les mêmes atouts et donc pas les mêmes chances. Et alors, du coup, le déterminisme territorial dans tout ça ? Le déterminisme territorial repose sur une approche assez similaire. La France est aujourd'hui une France des territoires. Il y a une France des grands centres urbains, une France des banlieues, une France des périphéries, une France des territoires périurbains. Et bien sûr, il y a aussi une France des territoires ruraux plus reculés. Les jeunes de cette France-là ne disposent pas des mêmes chances que les jeunes des centres urbains. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes équipements culturels, pas accès à la même information, parfois ils n'ont pas accès non plus au numérique, les zones blanches étant encore nombreuses. Et puis les revenus en ruralité étant plus modestes qu'en ville, certains ne disposent pas de l'équipement nécessaire. 46% des urbains ont accès à une bibliothèque contre seulement 30% des ruraux. D'accord, donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, cette différence selon les territoires, elle a un impact sur la réussite de ces jeunes. Oui et non. Contre toute attente, les jeunes ruraux ont plutôt un meilleur niveau en fin de collège que les jeunes urbains. 2 éléments d'explication à cela. Les plus petites classes dans les territoires ruraux permettent un suivi plus individualisé et ces effectifs restreints, qui conduisent aussi souvent à la mise en place de classes multiniveaux, permettent de créer de l'émulation positive entre les jeunes dans les apprentissages. Mais là où l'injustice territoriale fait jour, c'est que les ruraux n'ont pas beaucoup d'offres de formation près de leur domicile. Et plus on avance dans son parcours scolaire, plus c'est une réalité tangible. Faute de mobilité et de moyens suffisants pour s'inscrire en ville, avec ce que ça suppose derrière en termes de coûts, logement, internat, les ruraux sont nettement plus nombreux que les urbains à se destiner à des études courtes et à suivre une scolarité en bac professionnel. Alors, est-ce qu'on peut considérer comme relevant d'un problème, entre guillemets, y a-t-il une solution ? Alors la solution la plus évidente consisterait à penser aujourd'hui une politique sociale ou territoriale, appelons-la comme on veut, mais pourquoi pas d'ailleurs une politique sociale territorialisée pour gommer des différences qui profitent rarement aux ruraux. On l'a dit dans cette émission, la hausse du carburant n'a plus du tout le même impact sur le budget d'un ménage selon sa domiciliation, qu'on soit rural ou urbain. De même, l'ascenseur social fonctionne moins bien pour les jeunes des territoires ruraux que pour les jeunes des territoires urbains. Malheureusement, il y a des inégalités qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Les campagnes sont loin des villes et les jeunes qui les habitent ne se manifestent peu ou ils se manifestent bien souvent uniquement par leur discrétion. Merci beaucoup. Jean-Marc, peut-être faire réagir nos invités. Peut-être vous, Anaëlle, de ce que vous avez entendu, vous êtes jeune, issu du milieu rural, aujourd'hui étudiant à Rennes. Est-ce qu'il y a des choses qui font écho chez vous ? Ah bah oui, complètement, ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Enfin, c'est mon cas précis. Moi, j'ai quitté mon territoire au lycée, en première, donc j'avais 16 ans, même pas. Je suis allé en internat directement. Donc c'est sûr que lorsqu'on a envie de s'émanciper et puis de poursuivre des études même plus longues, en fait, même dès le lycée, avant le bac, en fait, on prépare déjà à avoir un cursus. Enfin, moi, j'ai suivi un cursus spécial dans l'audiovisuel pour pouvoir après, par la suite, faire des études en rapport avec cela, ce qui est dans les lycées, en fait, des territoires ruraux, on ne propose pas, en fait, ce genre d'option pour poursuivre après des études plus longues et plus spéciales. Plus spécialisé. Ouais, donc des choix à faire relativement tôt. Christophe Moreau, en tant que sociologue, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question du déterminisme territorial ? Ça revêt une certaine réalité pour vous ? Oui et non. D'abord, je dirais que quand même on a des politiques sociales en France grâce notamment aux caisses d'allocation familiale justement qui déploient, après c'est des termes techniques, mais ils déploient sur tous les territoires ce qu'ils appellent des conventions territoriales globales. Et donc il y a quand même une réflexion des moyens qui sont engagés c'est la branche famille de la sécurité sociale pour rééquilibrer un petit peu les territoires. Donc il y a quand même une réflexion, y compris de la région, sur la question de l'équité territoriale. Bon, mais cela est vrai, il y a des inégalités. Mais pour moi, ces inégalités,
ce sont celles qui sont liées au diplôme, qui sont liées au cursus de formation. Et en fait, je pense qu'évidemment, il n'y a pas la même offre de formation selon les territoires, mais la racine de ces inégalités par rapport au niveau de formation, elle est familiale. Et on sait qu'en France, l'école, malheureusement, peine à lutter contre ces inégalités familiales. Donc si vous venez du rural, ce qui est mon cas, vous avez la chance d'être porté pour plein de raisons dans une culture familiale, pouvoir faire des études, bouger ensuite en ville à Rennes pour arriver à un bac plus et autres. Bien là, vous affranchissez du monde rural, vous arrivez en milieu urbain et puis vous avez quand même fait marcher l'ascenseur social. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'une partie des jeunes qui restent en milieu rural, il y en a qui sont d'abord très heureux de rester en milieu rural. Il y a des chercheurs qui parlent d'un capital autochtonique, c'est-à-dire que j'ai tous mes réseaux autour de moi et tout ça, c'est facteur de bien-être. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui subissent le déclassement. Ils ont l'impression d'un échec. Et ces jeunes-là, le plus souvent, ils sont plus nombreux à être peu diplômés ou à avoir un niveau de qualification faible. Et c'est vrai que tous ceux qui ont pu bouger ont eu d'autres niveaux de qualification. Pour moi, ce n'est pas seulement lié à l'offre territoriale, c'est lié aux inégalités à l'école qui sont liées à la famille. On va maintenant se tourner vers vous, Charlotte Altos, qui explorait donc chaque mois les chemins sinueux des réseaux sociaux à la découverte d'initiatives d'hommes et de femmes qui portent et qui mettent en lumière leur ruralité. Oui, on parle jeunesse dans ce numéro de Nouvelle Ère. Moi, je vais aller à l'opposé en vous présentant un couple de seniors. Et oui, voici Popote et Potager, un couple de retraités passionnés par le jardinage et la cuisine. Ils sont originaires du Morbihan et ils partagent sur leur chaîne YouTube leurs recettes et leurs astuces de potager. Sandrine et Thierry, ce sont leurs prénoms, sont suivis par 167 000 fidèles sur YouTube quand même. Je vous propose de les découvrir avec une recette bien de chez nous. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous l'avais promis il y a quelques temps, aujourd'hui on va se faire une recette bretonne. Alors ici en Bretagne, il y a beaucoup de fêtes l'été, beaucoup de fest-noz, beaucoup de fêtes de village et pendant ces fêtes, eh bien on mange des galettes saucisses. Je commence ma recette en faisant fondre un mélange de beurre et d'huile dans la cocotte. Ensuite, je viens y déposer mes saucisses que je vais laisser griller. On n'oublie pas la bolée de cidre avec la galette, ça c'est très important. Et on déguste. Bon, allez, je vais quand même vous parler jeunesse avec une agricultrice qui montre son quotidien sur Instagram. Voici Sophie, agricultrice en Charente-Maritime, qui montre à tous qu'on peut être agricultrice et féminine. Loin des clichés, Sophie, alias Sophie Farmer Life, pose devant les tracteurs, parle mode, semis d'orge et test d'engins. Elle s'est lancée sur Instagram en 2019 et depuis, son compte ne cesse d'augmenter. En 2020, elle a même été élue Miss Agricole 2021 grâce à des votes sur Facebook. Sophie, qui vient d'avoir 30 ans, a repris la ferme familiale il y a quelques années et se bat pour la place des femmes dans ce secteur plutôt masculin. Pour finir cette chronique, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Et si je vous disais qu'il existait un jeu vidéo pour apprendre à gérer une exploitation agricole en Bretagne, c'est ce que propose Roots of Tomorrow, un jeu vidéo de stratégie développé par la start-up française Gamabilis avec le soutien de la région Bretagne. Le but du jeu, gérer les problématiques de l'agriculture d'aujourd'hui à travers de nombreux scénarios. Le jeu est disponible sur la plateforme Steam gratuitement. Et voici un trailer qui va vous donner envie d'y jouer. Bienvenue. C'est donc toi qui vas reprendre une de ces exploitations. C'est un beau défi de se lancer dans une transition agroécologique, surtout en 10 ans. Il va falloir que tu prêtes attention à la rotation de tes cultures, que tu prennes soin de tes animaux et de leur bien-être. Tu vas aussi devoir faire des rénovations et améliorations dans ta ferme. Et puis, surveiller ton équilibre économique, social et environnemental. Et oui, c'est important. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis voilà, vous donner quelques idées pour l'émission que nous aurons le mois prochain. On y reviendra. Il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Je vais me tourner vers vous, Anaëlle Le Floch, si vous voulez bien. Vous m'avez dit que les jeunes, aujourd'hui, en milieu rural, ce dont ils ont besoin, c'est d'être stimulés. Ça veut dire quoi pour vous exactement ? Pour nous, être stimulés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, où on a besoin d'un accompagnement et non pas d'un encadrement, en fait.
pour essayer de s'émanciper, notamment les jeunes qui sortent après des centres de loisirs, donc qui commencent vraiment à entrer dans la vie d'adulte. Donc ils sont plus trop des petits, en fait, comme on pourrait l'appeler. Et donc cet accompagnement-là, il est super important, notamment d'un point de vue culturel, parce que je trouve qu'en campagne, on manque quand même beaucoup d'activités culturelles, d'événements culturels. Et c'est ce qu'on essaye, nous, en fait, de promouvoir, notamment au sein du Bistrot Lame, mais aussi, comme le fait très bien le parallèle, le reportage que vous aviez fait tout à l'heure. Voilà, et avec des acteurs culturels qui peuvent venir aussi se déplacer dans les territoires pour aller à la rencontre des jeunes et pour vous accompagner sur vos différents projets. Merci beaucoup. Anaëlle, merci à tous les deux, Marine, Christophe, pour vos éclairages. Merci Jean-Marc également. On se retrouve donc le mois prochain. On parlera du renouvellement des générations en agriculture. Donc on compte sur vous et d'ici là, portez-vous bien.